Salut, alors aujourd'hui on va attaquer la vidéo du remontage du Peugeot Rapido. Donc normalement ça devait être la dernière vidéo, mais finalement il y en aura une de plus, et ça on va voir pourquoi dans la vidéo. Mais déjà on va s'atteler à une grosse partie du remontage, et je vais vous faire voir quelques combines qu'on fait quand on n'a pas le choix. Donc déjà pour le remonter, il va me falloir un vilebrequin. Voilà, ça c'est fait, et maintenant il nous faut roulement joint spi. Ça a été une véritable plaie à trouver. Le vilebrequin, lui, il vient d'Allemagne. C'était le dernier qu'ils avaient en stock. Je suppose, à la vue du scotch, que c'est un qui a déjà été refermé. Et c'est confirmé qu'il a déjà qu'il a été refermé parce qu'il n'y a pas la cage aiguille. Normalement, quand on achète un vélo, la plupart du temps, il y a la cage aiguille avec. Et je pense qu'ils ont pris la cage aiguille dedans et qu'ils ont laissé le vélo. Ils ont vendu le vélo comme ça. Au moins, j'ai un vélo, je suis content. En ce qui concerne les roulements joints spi, j'ai pris c'est de l'Athéna. Donc voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé de prendre de l'Athéna. C'était pas donné quand même cette connerie. Alors, à savoir que les roulements qui vont là-dessus, c'est quasiment les mêmes que les roulements de Peugeot 103. Et en fin de compte, le côté allumage, c'est vraiment bien le même, mais le côté variateur, il est un tout petit peu plus fin. C'est-à-dire qu'il fait le même diamètre, mais par contre en largeur, alors, j'ai pas la cote en tête des roulements de 103. Là, celui-là en largeur, c'est du 12. Voilà, c'est du 12 de large. Donc c'est pas exactement les mêmes. Bon, au moins j'ai ça. Avant de remonter tout ça, va falloir commencer par déterminer la cause du serrage. Bon, la cause du serrage, je l'ai trouvée, hein, elle, est pas, elle était assez facile à trouver. L'axe piston, alors je sais que c'est bourré de reflets, qu'on ne voit pas très bien à la caméra, mais il est bouffé, mais à un point, c'est juste complètement éclaté. La cage aiguille a survécu, elle n'a pas éclaté. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les tolérances entre la cage aiguille, l'axe piston et le vilebrequin devaient être trop serrées. Parce que là, le cylindre qu'il y avait dessus, il n'avait pas beaucoup de kilomètres. Donc, à mon avis, voilà, il n'a pas beaucoup roulé le scooter. La personne, il en a mis plein la gueule. Ça a fait un échauffement à cet endroit-là. Les matériaux sont, entre guillemets, soudés. Et ça a pété le vilebrequin ici. Mais bien comme il faut, hein, net. Bien, ça a fait du propre, hein. Je veux dire, ça a propré tout le moteur. Alors au niveau du proprage, bon, le piston, ça, on l'avait vu, ça l'a propré bien comme il faut. Le pire, c'est que la bielle, en remontant, elle est venue taper carrément à l'intérieur du piston. Deux fois, un coup ici et un coup plus loin. Voilà. Et de l'autre côté, ça a carrément fait gonfler la matière. Voilà, là, on le voit ici en reflet, là. Voilà, ça a carrément fait gonfler la matière et ça a bloqué le piston dans son cylindre. Donc là, c'est du propre, hein. Là, c'est du propre. Donc voilà ce qui s'est passé selon moi. Le problème, c'est que là, les pièces, je les ai commandées, c'est bien. Là, vilebrequin, roulement, tout ça, c'est arrivé. Par contre, le cylindre, j'ai pas fait attention. Je l'ai commandé chez Bixest parce que c'était le moins cher. C'était un barry kit de base. Je sais qu'ils font encore du mal aussi. Là, le barry kit, il devait être à entre 80 et 100 balles, frais de port inclus, on va dire. Et bon, en fin de compte, j'ai pas fait attention, mais quand j'ai cliqué pour acheter sur le site, le cylindre, en fait, je vais le recevoir dans un mois minimum, si ce n'est deux. Donc, euh, donc voilà, c'est de la baisse. Le scoot, moi, faut qu'il roule parce que là, faut qu'il dégage. J'ai besoin de la place dans l'atelier pour faire la suite de la vidéo du Peugeot XP. Ça, je vous ferai voir. Il y a un tas d'emmerdes sans nom dessus. Donc voilà, j'ai besoin de la place dans l'atelier. Donc, va falloir que je fasse avec ces pièces-là. Parce que les cylindres sont introuvables. Ça, c'est un piston en diamètre 41. Donc, j'ai retapé un peu le cylindre. Je vais vous le faire voir après. Je voulais racheter juste un piston à 17 euros pour le remettre dedans. Mais le problème, c'est que des pistons à diamètre 41, c'est introuvable. Il n'y a que soit du diamètre 40, soit du 70 cc, mais en 41 comme ça, c'est pas trouvable. Ou alors, ça coûte le prix d'un cylindre. Donc, apparemment, ils en ont chez Mal aussi, mais ça coûte le prix d'un cylindre. Donc, on va essayer de faire repartir ce truc-là, qui est complètement éclaté, mais complètement. Et ce cylindre-là, voilà, que je vais essayer de faire voir tant bien que mal, malgré les reflets. À chaque fois, c'est la même comédie. Voilà. Bien, ça a mangé très sévère en bas. Voilà, là ici on le voit, il y a des mauvais reflets, c'est pas évident, mais on voit que ça a très mangé. Et évidemment de l'autre côté aussi. Voilà. Ah, ça se voit mal, hein. Ah, ça se voit très mal. C'est très chiant à faire voir les cylindres à la caméra. Ah, comme ça là. Là, voilà. Là on le voit bien là. Ah, là on voit que là on voit que ça a mangé. Alors, à savoir que là, le cylindre, il est déjà passé dans mes mains et au rodoir. Donc, ouais, ah, c'est pas terrible.
Mais bon, en gros, la bielle, elle est remontée, elle a tapé là, elle a tapé de l'autre côté, ça a tout ruiné le revêtement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'y suis allé au papier à poncer au moins du 300, et j'ai fini au rodoir pour essayer de revoir ça. C'est-à-dire que là, la limite, il est propre par rapport à ce qu'il était, quoi. Voilà. Ensuite, quand je recevrai le 70cc, je devais faire qu'un épisode, mais finalement, il y en aura un supplémentaire, où il y aura très certainement un usinage de culasse à faire. Donc là, la culasse, elle a mangé, mais on s'en fout, parce que quand il va passer en 70cc, moi, je vais retaper un peu tout ça, et on verra ce que ça donne au remontage du 70cc. Je ferai un relevé de diagramme, de rapport volumétrique pour voir un peu comment c'était, comment sont foutus ces cylindres sur ces moteurs-là. En tout cas pour le cylindre que j'ai acheté, là, le Barikit. Donc voilà. Et ça, c'était quoi le cylindre qui était dessus? C'était un Eurokit. Donc bon, bah ça se fait plus. C'est voilà. Donc il y a ça. Pour remonter le moteur, va y avoir un usinage à faire. Va falloir que je refasse cet axe-là, là, de merde, là, qui tenait avec deux goupilles et carrément deux roulements là. Une honte. Le moteur tenait avec ça, quoi. Franchement, c'est une honte. Donc on va aller retailler ça dans une grande barre comme ça et on va refaire un axe moteur sur mesure de façon à ce que ça, voilà, ça prenne bien le moteur sur le châssis, qu'il n'y ait plus les 2 cm de jeu là, quand on le zizouille. Euh, Va falloir que je fabrique un outil, ça on va le voir tout de suite, pour les joints spi, pour pouvoir enfoncer les joints spi à la bonne profondeur. Donc moi j'ai déjà mesuré les profondeurs. Et on va prendre ce vilebrequin là, et on va aller vérifier sa concentricité autour. Et par chance, j'ai trouvé un collègue qui m'a dépanné un axe piston en 10 mm, donc ça doit être les mêmes que sur Booster, je crois. Booster, Spirit, et je crois que c'est les mêmes aussi sur Nitro. Voilà, axe 10. Axe piston de 10 qui m'a dépanné un piston complet en fait avec son axe et ses roulements d'occasion. Donc là, les jeux ils sont bons, il n'y a pas de problème. Parce que là, pour remonter un cylindre piston comme ça, je vais pas m'amuser à remettre une cage aiguille neuve, hein, ça sert à rien du tout. Là, le but, c'est que le moteur démarre, que la personne fasse 3-4 km, elle le ramène chez elle. Moi, je fais ce que j'ai à faire dans mon atelier, et quand on a reçu le cylindre d'ici un mois ou deux, elle revient avec le scooter ici, et voilà. Et donc ça, c'est le piston qu'on m'a gentiment, gentiment dépanné pour que je puisse récupérer le circuit puisque j'avais pas l'axe piston et le roulement. Donc bah en un, avant d'aller faire quoi que ce soit, je vais aller modéliser le repousse joint spi. Et comme ça, le temps qui va s'imprimer à l'impression 3D, moi je vais pouvoir commencer à assembler un peu tout ça, contrôler un peu tout ce que j'ai à faire. Allez, c'est parti, je passe à la modélisation. Bon voilà, maintenant que ça c'est en train de s'imprimer, je passe au tour et on va contrôler un peu la concentricité du vélo pour voir un peu comment ça se comporte tout ça, parce que des fois il y a des vélos, on a des surprises. Allez, on va au tour et on va voir un peu ce que ça donne. Bon voilà, moi j'ai contrôlé le vélo neuf. Donc le vélo neuf il est inférieur à 4 centièmes. Là j'ai 2 centièmes et des brouettes d'un côté. De l'autre, j'ai combien? Hop, je vais me mettre à zéro. Voilà. Ah. Ils sont chiants ces comparateurs. Franchement, les comparateurs aiguilles, c'est beaucoup moins chiant que ces espèces de machins micrométriques de merde. Voilà, là j'ai quoi? J'ai 3 centièmes de l'autre. Donc voilà. Le dernier chiffre qu'on voit, c'est les microns. C'est des comparateurs micrométriques, hein, je le répète. C'est une vraie plaie. N'achetez pas ça. Prenez des comparateurs au centième aiguille, ce sera beaucoup mieux que ça. Faites pas la même connerie que moi. Moi, je pensais bien faire, en fait, c'était de la daube. Mais bon, là, pour ce que c'est faire, ça va bien. Là, j'ai 3 centièmes d'un côté, 2 des brouettes 2 centièmes de l'autre. Voilà, c'est inférieur à 4 centièmes. Moi, ça me va. Au moins, je suis sûr que le vide-broquin, il est pas pincé. Parce que des fois, certains vélos neufs qui viennent d'importation un peu mystique, on va dire, ils sont genre, ils ont carrément un dixième neuf dans la gueule. C'est complètement affreux sur des vélos import. Donc bon, là, au moins, je sais plus c'est quoi la marque. C'est du Top Racing, je crois. Je regarde. Ouais, c'est ça. Top Racing. Donc là, le Top Racing, ça va. Au moins, il a été à peu près centré correctement.
Donc c'est parti, moi je retourne à l'atelier. Bon, le vélo, pour une fois, il n'a pas été massacré, hein, on va dire. Enfin, on a un vélo qui est quand même dans les côtes. Donc, moi, je vais remonter ça. C'est pas un moteur qui va prendre des tours. De toute façon, il y aura un pot d'origine dessus. Ça va être un kit 70. Donc, le truc, il va tourner à très bas régime. Donc voilà. Donc, moi, je vais assembler les roulements sur le vilebrequin. Alors, pour assembler les roulements, ce que je fais, c'est que j'ai une petite plaque comme ça que je cale dans l'étau. Tac, par ici. Je la chauffe en dessous directement avec le chalumeau. Je pose le roulement dessus. Je prends la température au pistolet laser là, deux trois fois, et puis quand il est suffisamment chaud, je l'emmanche sur le vélo. Généralement, ça s'emmanche avec deux doigts. Donc moi, ça, je vais faire ça hors cam, et après, je fous le vilebrequin dans le congèle. Un autre truc aussi qui peut vous aider pour faire refroidir les vilebrequins, surtout l'hiver, très très vite. Vous balancez de l'acétone dessus et quelques coups de soufflette. Vous voyez quand vous mettez votre main dans de l'acétone, ce que ça fait, à quel point l'acétone s'évapore vite et vient pomper les calories dans votre main, et ce qui donne cette sensation de froid très importante. Avec de l'essence, ça le fait bien, mais avec de l'acétone, c'est pire. Le nettoyant frein, c'est top. Voilà, ça permet de refroidir le vilebrequin assez rapidement. Moi, là, je vais utiliser de l'acétone parce que du nettoyant frein, j'en ai plus beaucoup. Donc, je vais utiliser de l'acétone. Je vais le faire refroidir déjà pas mal. Et après, je vais aller le foutre directement au congélo de façon à le descendre le plus bas possible en température. Donc moi, je fais chauffer les roulements, je les assemble sur le vilebrequin hors cam, et ensuite, je reviendrai quand le vilebrequin sera, entre guillemets, congelé. Allez, let's go. Bon, bah, finalement, les roulements, je peux pas les monter. C'est clairement le moment de la vidéo où la mécanique attaque les hostilités avec ma pomme. C'est-à-dire que les roulements qu'on m'a envoyés, en fin de compte, c'est des roulements de 103. Moi, à la base, quand je les ai mesurés en diamètre, les roulements, j'ai bien vu que c'était le même diamètre que du 103. Mais par contre, j'ai bien vu qu'en épaisseur, en les mesurant, celui côté Vario, il était vachement plus fin. Et en contrôlant à l'intérieur dans le carter, j'ai compris pourquoi il était plus fin. C'est que ce logement est beaucoup plus fin en largeur que sur 103, tout simplement. Donc celui-là, le roulement d'origine là, que j'ai dans les mains, il a en gros 2-3 mm de moins que le roulement qu'on m'a vendu, tout simplement. Voilà. Donc là, ça se voit à la caméra. Donc si ça se voit à la caméra, je vous dis pas que en vrai, c'est carrément, ça saute aux yeux. Donc heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de garder les anciens roulements et de pas les jeter à la poubelle tout de suite, et de tout contrôler, et de tout contrôler en permanence tout ce que je fais. Parce que voilà, ça au mieux je le montais, je serrais comme un débile parce que je ne voyais pas pourquoi le carter il voulait pas s'emboîter correctement. Et au serrage, j'aurais vrillé le vilebrequin, et voilà, après il fallait tout redémonter, c'était la merde. Au pire, j'aurais insisté comme un taré et j'aurais tout flingué. Donc heureusement que je suis quelqu'un qui est quand même assez méticuleux et qui a tendance à vouloir tout contrôler. Parce que là, voilà, à cause d'un vendeur qui contrôle pas ce qu'il vend, ben, on se retrouve à faire de la merde. Alors les joints spi, par chance, ils m'ont l'air d'être bons. J'en ai démonté un, je l'ai contrôlé le diamètre, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais voir ça par la suite. En ce qui concerne le débat pour les roulements avec ceux entre cage à aiguille, cage à aiguille, cage à billes en plastique. Je ne sais pas quel matériau c'est comme plastique. Et cage à billes en acier, comme sur les anciens. Honnêtement, moi je m'en fous, hein, que ce soit de l'acier ou du plastique. Moi, franchement, pour moi, ça change rien du tout. Les roulements, ils roulent très bien, que ce soit l'un ou l'autre. Enfin, moi, sur ce que je monte pour de la mobilette ou des petits trucs comme ça, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, je m'en contrefous. Donc voilà, c'était le petit instant rageage là, franchement, pour des conneries pareilles. Donc bah, je vais pas avoir le choix, hein, je vais remonter ces anciens roulements, tout simplement parce qu'ils ont dû être changés il y a pas trop longtemps. Ils ont vraiment pas de jeu, hein. Franchement, on voit qu'ils sont quand même pas trop mal. Mais ça me fait chier parce que du coup, je me suis retrouvé à payer ça une fortune parce que c'était adapté à ce moteur-là, et au final, ça ne l'est pas, c'est des roulements de 103 quoi. Alors que j'aurais été au concessionnaire du coin, les deux spies avec les bonnes cotes et tout simplement les bonnes cotes de roulement, au final ça m'aurait coûté moins cher parce qu'il n'y aurait pas eu les frais eBay plus des frais de port exorbitants. Donc voilà, je pensais bien faire en allant sur eBay et en prenant un kit tout prêt. Et au final, voilà. Bon, bah c'est pas grave, les roulements, je vais les garder, hein. Vu le prix qu'ils coûtent, je les monterai sur 103, hein, quand j'en aurai besoin d'une paire de roulements, ou moi j'en aurai en rab. Mais là, ça m'amuse pas. Franchement, ça m'amuse pas du tout de remonter de l'occasion. Au prix où j'ai payé le neuf, franchement, ça m'amuse pas du tout. Mais bon, il n'y a pas le choix. Moi, faut que j'avance, faut que ce moteur il roule. De toute façon, les autres roulements, ils ont pas excessivement de jeu. Les joints spi, ils sont cuits, ça c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, les roulements ont pas trop de kilomètres. Allez, c'est parti.
J'enquille et je me désagace en faisant la suite. Bon, alors moi j'avançais un petit peu dans mon coin. Donc là je vais m'atteler au cylindre piston. Pour le joint d'en base, j'en ai pas, donc je vais pas me faire chier à en remodéliser un sur mesure pour un cylindre pareil. Franchement, je vais pas me prendre la tête. Je vais choper une photo sur internet que je vais bidouiller un peu et je vais envoyer ça à la découpe laser. Allez hop, c'est parti. Bon, alors j'ai pas filmé le refermage des moteurs, hein. Des vidéos où on referme des moteurs, il y en a des tas sur YouTube, donc déjà que mes vidéos sont très longues, donc on va pas en plus en rajouter. Donc voilà, mon joint, il est là. Alors, il n'est pas parfait, hein. Voilà, vu que c'est une photo trouvée à la sauvage sur internet. Mais bon, dans l'ensemble, j'estime que ça fera le taf. Voilà, les goujons sont à peu près en face. Alors c'est pas ouf, hein, mais bon, là pour ce que c'est faire. Honnêtement, j'ai pris du papier à joint, mais en 0,5, mais j'aurais mis de la brique de lait, ça aurait fait pareil. Bon, comme il y a un peu de temps qui s'est passé, j'ai mon repousse joint SPI que j'ai modélisé sur mesure pour ce moteur-là, avec 1 mm d'enfoncement d'un côté, 6 de l'autre, prévu pour ce moteur-là. Je mets le fichier en libre dans la description, et puis vous pourrez le télécharger si vous en avez besoin, vous aurez juste à vous l'imprimer, ou à vous le faire imprimer par quelqu'un qui a une imprimante. Alors au niveau des tolérances de ce truc-là, on est vraiment pile poil, il faut le rentrer un peu en force, d'un côté comme de l'autre. Donc là, on est bon, c'est sûr, ça va pousser le joint SPI d'une façon bien droite et correctement dans le carter. Bon, maintenant, moi, Orcam, je vais m'atteler au desserrage de ce piston-là. Alors, j'ai déjà fait une vidéo tuto sur comment desserrer un cylindre piston. Donc, moi, là, le cylindre, je l'ai déjà un peu retapé, entre guillemets, et fini au rodoir. Donc là, je répète, un tournevis avec un bout pointu qui a été passé au touré. Je vais aller décoller le segment en espérant que je ne le casse pas. Parce que l'autre, il a déjà lâché, hein. Moi, quand je l'ai eu, il était déjà pété en deux. Donc là, j'espère que je ne vais pas péter celui-là. Parce que des segments en diamètre 41, bah, c'est tout simplement pas trouvable, en fait. Ou alors à des prix voilà, assez chers. Donc je vais déjà m'atteler à décoller le segment. Après, je vais repasser un petit coup de lime partout, tout autour. Euh, un coup de papier à poncer là-dessus aussi pour enlever de l'épaisseur. Je vais voir comment ça arrive à rentrer dans le cylindre. Et je fais une petite prière pour que bah, je puisse remonter au moins le cylindre piston. Et puis bah, après, je remonterai tout le tour, hein. Et puis, il restera quelques petits ajustements et quelques petits trucs à faire pour pouvoir remonter le moteur sur le cadre. Allez, moi je m'attelle à ça hors cam parce que ça va être super long et super chiant. Bon, alors là, je fais une petite pause là. C'est le segment le plus difficile que j'ai eu à retirer de toute ma vie. J'ai regardé sur internet, il y en a pour le prix d'un piston les deux segments, donc il est hors de question que j'aille racheter des segments. Donc il a fallu que je le sorte sans le casser pour pouvoir le remettre. Et vraiment, genre, j'y ai passé 1 heure à le sortir, vraiment avec un tournevis très très fin et en y allant, en le décollant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ah, franchement, c'était très difficile. Bon, maintenant je m'attelle au reste du piston parce que là, il rentre même pas dans le cylindre. Allez, let's go. Voilà, j'ai avancé sur le piston, et ben ma foi j'en ai chié. Franchement, ça n'a pas été une mince affaire. Le segment, bon bah lui il a un tout petit peu de jour, alors que je peux pas le faire voir à la caméra. Mais voilà, il s'est un peu ovali. Je l'ai redressé un peu à la main, faut y aller tout doucement parce que évidemment ça casse. Donc voilà, après il se remettra en place de lui-même avec l'usure. Donc ça va redémarrer 3 fois 20 minutes au ralenti, le temps que tous les matériaux se remettent en place parce que bon, ça a quand même pris cher. Le cylindre, il a fallu que j'y remette un petit coup de Dremel à l'intérieur sur les boursouflures parce que bah ça allait pas. Ça pinçait un peu. Le piston, lui, donc j'y ai foutu un coup de lime rapide de chaque côté. Donc là, je sais, il y a plein de reflets, c'est chiant. Donc voilà, j'ai foutu un coup de lime là, un coup de lime là. J'ai vérifié que la jupe du piston rebouche complètement l'échappement quand il est au point moraux. Parce que ça me paraît relativement important. Et j'ai fini carrément avec du polish dans le cylindre pour arriver à voir les endroits où ça frottait, parce que bah, du coup ça vient polir le piston, donc en le passant dedans, ça fait des petites traces. Alors là je sais qu'on le voit très très mal, mais ça fait simplement des petites traces. Donc il frotte quasiment plus. Donc ça, le reste, ça va se refaire tout simplement en tournant au ralenti. Donc là le piston il est libre. Alors ça n'a pas grand intérêt de faire repartir ce genre de choses. Là c'est vraiment du dépannage. Je fais voir ce genre de choses parce que une personne jeune, genre un apprenti, quelque chose comme ça, qui sert son derby, on va dire, le dimanche, et que le lundi, il faut qu'il aille bosser,
Voilà, grosso merdo, ça m'a pris 5 heures. Et en 5 heures, en fin de compte, son machin, le lendemain, il roule. Le dimanche, les concessions sont fermées. Donc moi, je trouve ça intéressant de faire voir ce genre de choses, comme qu'on peut faire repartir un moteur. Pourtant, il y a un segment de pété et tout. Le truc, le moteur aura rien dans le sifflet, hein, ça c'est sûr et certain. Y a rien qui va, hein. Mais le moteur va démarrer, il va pouvoir repartir. Donc moi, je trouvais ça intéressant de faire voir ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait mon petit tournevis pour pouvoir faire sauter les segments en y allant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il faut vraiment prendre son temps. Et après, pour aller débourrer la gorge du segment, bah, j'utilise du papier à poncer, comme j'avais fait voir dans l'autre vidéo, la vidéo tuto comment desserrer un cylindre. Et donc pour faire gagner de l'épaisseur, j'utilise une lame de scie à métaux, du papier à poncer, normalement on en a tous chez soi, voilà, et on vient gratter directement à l'intérieur, comme ça, avec du papier à poncer et une petite lame de scie à métaux. Voilà. En y allant doucement, hein, ça se fait. Alors ça prend du temps. Là j'ai perdu 5 heures après cette connerie entre le cylindre et le piston. Mais théoriquement, là je suis censé pouvoir le remonter et que ça fonctionne. Donc j'ai déjà fait voir une vidéo en accéléré du démontage du moteur. Donc je ne vais pas refaire voir une vidéo en accéléré du remontage. Je vais tout simplement le remonter hors cam. Euh, et puis voilà. Il y a un truc qui manque quand même, par contre, c'est l'axe moteur. Je vous avais dit qu'il y avait l'axe moteur. Celui-là, là, qu'il fallait refaire. Donc, bah, c'est simple. Je vais le refaire maintenant. On passe au tour et j'usine ce truc-là. Allez, c'est parti. Bon, là, comme on peut le voir, j'en ai vraiment grave chié, hein. Les outils vibraient les uns après les autres, tous plus les uns que les autres. Ça faisait un bruit strident à plus de 130 décibels dans l'atelier, c'était complètement imbuvable. Donc j'ai essayé plusieurs méthodes de lubrification, j'ai essayé plusieurs choses. Bon, là j'ai quand même réussi à avoir un axe relativement droit. Ça n'a pas été mince à faire, hein. Là franchement sur une petite tige fine comme ça, c'est vraiment... c'est très 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 borderline. Bon ben la mine de rien, comme je disais que dans la précédente vidéo que c'était super long et super chiant ce genre de conneries et que c'est pour ça que même les petits concessionnaires ne le faisaient pas. Là pour donner un ordre d'idée, j'y ai passé en gros 3 heures après ça. 3h20 exactement. Parce que bah, avec mon tour, je peux pas faire des grosses passes, je suis obligé d'y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Que ça, c'est des boulons que je chope au bricot, je ne sais pas en quoi ils sont, mais ils sont quand même relativement durs. Et à chaque fois que j'essaye d'usiner dedans, ça vibre, c'est affreux. Donc j'ai fini par usiner avec un petit outil à alaiser qui a un diamant très très fin au bout. Et en faisant petite passe par petite passe, j'ai fini par y arriver. Mais là, franchement, c'est 3 heures après une connerie pareille. Franchement, je ferais pas ça tous les jours. Et là, j'ai plus de tympans tellement ça m'a bouffé les tympans à vibrer pendant 1 heure. Là, essayer de bidouiller 50 outils différents. Bon, j'y suis arrivé, c'est le principal. Allez, je m'arrête là. Maintenant, je vais aller percer son trou de l'autre côté pour pouvoir serrer la tige et puis mateler au filetage. Allez, j'ai pas que ça à faire, let's go. Donc voilà, je me suis fait chier comme un rat mort après cette connerie. Franchement, ça me fait pas plaisir. Donc ça, après le reste, je vais le faire hors cam. Alors, pour que je puisse me prendre la clé, parce que là ici c'est rond, je peux pas mettre de clé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement percer un trou à la perceuse à colonne à travers, de façon à pouvoir le maintenir avec un tournevis en travers et serrer mon écrou de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, hors cam, je vais faire un petit chanfrein, je retourne autour, je vais faire un petit chanfrein, je vais faire son filetage et son perçage de façon à pouvoir serrer le moteur correctement. Allez, moi j'assemble tout ça et on voit après ce que ça donne. Bon, alors moi j'ai un peu avancé dans mon coin. L'axe piston grippait beaucoup, donc il a fallu que je débourre un peu l'axe piston.
Et je me suis aperçu d'un truc, alors ça, vous pourrez pas le voir à la caméra parce que ça va être beaucoup trop chiant à faire voir. Mais genre, il y a un jour, mais c'est un truc de malade au niveau de l'ex-piston, à cet endroit-là. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que ce qui a dû faire péter la cage aiguille, parce qu'il y a forcément une cause qui l'a fait péter, cette cage aiguille, ce qui fait, enfin, elle a pas pété, mais elle a bloqué, elle a serré l'axe, et après, ça fait péter le vilebrequin. L'axe, en fait, c'est l'usinage du piston qui est pas bon. L'axe, au lieu d'être droit, il s'en mange de travers dans le piston. Et à mon avis, c'est à cause de ça que ça a commencé à provoquer un échauffement au niveau du roulement et qui a fait bloquer le roulement et péter la bielle par la suite. Parce que là, c'est vraiment là, vous pouvez pas le voir, mais genre il y a 1 millimètre et demi de jour, mais c'est complètement atroce. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je le remonte comme ça ou pas, sachant que là, le piston il est poncé de partout. Donc peut-être que les jeux vont se remplacer, vont se combler. Mais moi, ce que je voudrais pas, c'est que ça repète la bielle. Donc j'espère que la personne à qui je remonte ça pour qu'elle ramène son scout chez elle va pas s'amuser à y mettre une poignée dans l'angle. Parce que là, c'est sûr, la personne va refaire une bielle tout de suite. Là, c'est sûr et certain. Bon, on va voir. Après, le piston, il va se redéformer sur lui-même avec quelques chauffe-moteurs. Donc, ça peut ramener une partie du jeu. Mais là, c'est vraiment, c'est éclaté, hein. C'est la première fois que je vous vois, la première fois de ma vie que je vois un piston avec un axe de décalé de plus d'1 millimètre, quoi. Franchement, c'est affreux, affreux, hein. Alors, est-ce que c'est en serrant, est-ce que le piston il a forcé d'un côté, je sais pas. Mais je pense que là, vu comment c'est fait là, ça c'était d'origine. L'axe piston, il était carrément percé de travers. C'est ça qui a foutu la merde. Voilà pourquoi le cylindre, il est quasiment neuf, que le truc, il a pas roulé et que tout a pété dans le moulin. Voilà pourquoi. Bon, bah, je continue à avancer dans mon coin et je tiens au jus pour la suite. Bon, après quelques petites modifications, j'arrive à avoir un axe qui rentre librement d'un côté et qui ressort de l'autre sans se mettre complètement tout de travers. Par contre, là, selon moi, c'est un peu trop libre. Donc, ouais, là, c'est vraiment, c'est pas ouf, hein. Là, on est vraiment dans de la jackification. Là, clairement, je suis en train de tout jackifier. Voilà. Faut prier pour pas péter un truc et que ça tienne jusqu'à l'obtention du nouveau cylindre. Allez, moi j'enquille. Bon voilà, moi j'ai avancé un peu dans mon coin, j'ai remonté le haut moteur, j'ai rajouté un joint d'embase en dessous, tout simplement pourquoi pour euh, qu'il y ait le moins de compression possible et surtout que vraiment que le piston il prenne le moins cher possible pour abaisser le taux de compression. Bon de toute façon là de la compression il n'y en a pas, c'est un moulin à grain le machin, je l'ai fait tourner comme ça à la perceuse, ça tourne dans le vide, c'est un bon vieux moulin à grain. Alors j'avais dit dans la précédente vidéo que je ferais voir comment on décalamine ce genre de choses. Donc là, j'ai fait un joint sur mesure à la découpe laser, mais je pense qu'il va falloir que j'en refasse un deuxième parce que là, l'alignement, il est vraiment pas ouf. Alors, le décalaminage à l'oxygène, c'est très simple. Moi, je peux pas vous le faire voir parce que j'ai pas encore de poste de bouteille d'oxygène. Mais quand on a un bon poste à souder, enfin une bonne torche, on vient chauffer un coin, tout simplement du pot, assez rouge, hein, rouge assez vif, bien clair. Et ensuite, on injecte de l'oxygène à l'intérieur. Et en fait, l'oxygène, ça fait. La calamine, elle vient se brûler toute seule, en fin de compte, avec de l'oxygène. Et il faut y aller par petit à coup. Et ça vient petit à petit. Le pot se met à rougir complètement. Et une fois qu'il est plus rouge du tout, qu'on envoie de l'oxygène, qu'il ne se passe plus rien, c'est que la calamine, elle s'est toute auto-consumée. Alors moi, n'ayant pas d'oxygène, j'ai appliqué la méthode du barbecue, la méthode que je dis à beaucoup de gens, faites gaffe, la plupart du temps ça sert à rien. Si le pot ne chauffe pas à rouge, ça ne sert à rien. C'est-à-dire faut vraiment un barbecue quand même assez énervé pour que la tôle chauffe à rouge. Ensuite, ce que je fais, c'est que moi je l'ai foutu au barbecue tirage à fond, parce que j'ai un barbecue avec un tirage réglable, donc j'ai foutu le tirage à fond. Il a chauffé quasiment intégralement à rouge, et après j'y suis allé à la soufflette, et j'ai balancé de l'air à la soufflette. Ce qui est de la calamine, même s'il n'y a pas que de l'oxygène dans l'air que j'envoie, mais bon, ça aide quand même pas mal la calamine. Et derrière, bah, ça fait un geyser d'étincelles de toute la merde qui sort du pot. Alors, il reste encore quelques petites crassouilles à l'intérieur qui se promènent, mais que je peux pas sortir ni à la soufflette ni quoi que ce soit. Mais je pense que avec les gaz d'échappement, naturellement, c'est des petites cendres qui restent. Elles vont partir d'elles-mêmes. Donc, moi, je vais refaire un joint de pot à la découpe laser hors cam. Donc, ça, c'est un joint en plus en flexile de 40. Donc voilà.
Au niveau du moteur, bah, j'ai commencé à remonter pas mal de trucs, hein. J'ai remonté le démarreur, la pompe à huile. Voilà, il me reste plus que tout ce qui est transmission à remonter. Alors, j'ai vidangé une partie de l'huile de boîte. J'ai vu qu'il n'y avait pas de copeaux, donc pour moi, elle va rester telle que. Comme un con, j'ai retourné pour emboîter et j'ai perdu la moitié d'huile sur l'établi. J'ai mis un moment pour m'en apercevoir. Par chance, j'en avais un petit peu en rab, donc j'en ai remis dedans. Par chance aussi, comme je m'en suis aperçu assez rapidement, j'ai foutu un récipient dessous pour récupérer l'huile. Donc là, je vais pouvoir la remettre dans le carter, mais j'en ai quand même perdu un peu. Au pire, je vais voir ça avec ce qui me reste dans mes stocks pour combler avec de l'huile, de façon à ce qu'il y ait son niveau. Donc moi, je remonte la transmission, je remonte ça sur le scooter, et après, bah, il n'y aura plus qu'à le faire péter, hein. Il y a encore le carburateur dessus, tout ça. Donc l'axe, je l'ai fini, hein, voilà, je l'ai tout simplement percé, chanfreiné. Ce qui va permettre après, avec un simple tournevis de l'autre côté, de pouvoir accéder, enfin de pouvoir tenir l'axe pour serrer l'écrou correctement. Alors mon filetage, il est pas top, l'axe c'est pas ouf, hein, mais bon, au moins c'est de l'usiné, c'est du sur mesure. Ça va pas péter tout de suite. Voilà, et ce sera mieux que ce que c'était. Donc voilà, il me reste plus que deux trois bricoles, hein, un bout de démarreur, bien évidemment l'allumage qui lui est resté tout simplement sur le scooter, hein, il pendouille au bout de son faisceau, ça évite d'avoir à tout démonter. Moi je fais comme ça. Le seul truc que j'ai pas, c'est la clavette. Je sais pas où elle est. Je l'ai pas retrouvée sur l'ancien Villebrequin. Je l'ai pas vue sur le nouveau. Je vais prier pour qu'elle soit à l'intérieur de la cloche d'allumage. Sinon, je serai obligé d'aller faire un calage avec soit un comparateur, soit une pige. Je viens de m'en acheter une. C'est dingue le prix. La montée de ces trucs-là, c'est un truc de fou, hein. Franchement, quand j'ai vu le prix, avant ça coûtait 20 balles. Maintenant, ça en coûte 40, 45 même. Je sais plus si sur eBay, je me demande même si je l'ai pas payé presque 50 balles avec les frais de port. Bref, c'est une honte, mais bon, c'est comme ça. Alors pourquoi j'ai acheté une pige de calage alors que j'ai déjà un comparateur depuis un moment? C'est tout simplement pour le fait que pour les 102 par exemple, où les cônes ne sont pas parfaits, quand on serre, le volant se met à tourner sur son vide-brequin. Et c'est chiant. Et du coup, avec une pige de calage, en tenant le volant, sachant que le vide-brequin est en contrainte derrière, c'est pas censé pouvoir bouger. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté une pige de calage. Parce que le comparateur, des fois, c'est pas ouf. Après, je ferai voir un jour les différentes méthodes de calage d'allumage, voire même des complètement éclatés qui fonctionnent quand on n'a rien de rien du tout. Voilà. C'est-à-dire le calage à l'œil. Alors évidemment, c'est que des trucs pour se dépanner, hein. On fait pas ça pour faire un engin de compète. Mais pour se dépanner sur le bord de la route, on peut caler un moteur à l'œil, avec rien. Donc voilà, moi je remonte tout ça hors cam. Je vais aller plugger ça dans le scooter. Je remonte tous les périphériques qui y a autour. Le temps que la pompe à huile se réamorce, de toute façon, je vais pas la brancher tout de suite, ça va rouler au mélange, au moins pour les premiers démarrages. Et je prie pour qu'après les 2-3 fois 20 minutes au ralenti, le scooter ait commencé à reprendre un petit peu de compression, suffisamment pour que le moteur pète au quart. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'enquille parce que là, la vidéo est super longue, super chiante déjà. Allez, c'est parti. Bon, donc voilà, comme vous avez pu le voir, bah, le truc il démarre. Donc je suis allé faire un tour avec. Je ne l'ai pas filmé parce que là il est 8 h du soir. Donc avec les caméras que j'ai, de toute façon on verra rien. Puis ça n'a aucun intérêt. Ça dépasse pas les 30 à l'heure. Ça, du coup, ça marche. Étonnamment, le scooter marche très très bien. Ça marche exactement de la même façon que celui que j'avais à l'époque. C'est juste que là, la variation vient pas se plaquer jusqu'au bout. Donc il va falloir que je trouve un peu pourquoi. Va falloir que je regarde s'il n'y a pas le correcteur de couple qui est grippé ou s'il n'y a pas une chose comme ça. Mais dans l'ensemble, le truc fonctionne et étonnamment bien. Donc voilà, moi je vais continuer de mon côté à regarder tout ce qui est variation, voir s'il n'y a pas des trucs qui bloquent de droite et de gauche. Et après, bah, la personne va le ramener chez lui, tout doucement en tout cas je l'espère, va me le ramener. Et après, je vais faire les modifs et on va le passer en 70 cc. Et on va voir un peu ce que ça donne. Moi, pour moi, la vidéo s'arrête là parce que vraiment, déjà pour vous, elle est imbuvable. Mais pour moi, c'est des jours de travail, donc c'est encore plus imbuvable pour moi. Donc j'en peux plus de ce scoot. On le reverra plus tard. En tout cas, il fonctionne. Il plafonne à 30 à l'heure, d'accord. Mais au moins, il fonctionne. C'est-à-dire que si une personne serre son cylindre un dimanche et que le lundi doit aller bosser avec son scooter,
Et ben même avec un cylindre dans cet état-là, dans l'état que j'ai fait voir, avec un peu de patience et un peu de savoir-faire, on peut réussir à le refaire tourner. Certes, pas très bien, certes à 30 à l'heure, mais le truc fonctionne. Là, le pire, c'est que le scooter, il démarre quasiment au quart de tour. C'est impressionnant, j'y aurais jamais cru. Avec un segment sur deux et un demi-millimètre de jour sur un segment, j'y aurais jamais cru. Bon, on aura la suite plus tard sur une autre vidéo. De toute façon, il faudra que je ressorte l'intégralité du moteur pour tout recontrôler, vérifier un peu tout ça, voir pourquoi la variation est bloque, etc. etc. Et puis bah, le changement du cylindre, hein, évidemment. Hein. Donc je vais revoir un peu tout ça. Et moi, pour moi, ma vidéo s'arrête là. Donc bah, je vous laisse aller retourner vaquer sur YouTube. Et je vous dis salut. T'hallucines, le moteur il est mort, il pète au car. Regarde bien. Comme quoi, des fois, un peu de savoir-faire, ça aide.